Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Brundle, c'est fou de moins punir un écart de 5 millions. L'ancien pilote de F1 ne comprend pas le dépassement mineur. Et il a raison. Ce qui semble fou, c'est qu'une infraction mineure puisse entraîner un dépassement de 5% du plafond, soit l'équivalent de 7 millions. Nous savons que ça correspond à une amélioration massive d'une voiture, peut-être même d'une spécification B pour certaines équipes. Il faut donc resserrer les choses pour commencer, car quel est l'intérêt d'avoir 140 millions, quel que soit le chiffre final, et d'avoir ensuite cette variation de 5%? Je suppose donc que la FIA devra sévir contre toute infraction mineure. Ouais, c'est ce que je disais aussi dans un commentaire, imaginez que... Moi, je suis pas sûr que c'est ça, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être moins. Mais imaginez que Red Bull a dépassé de 4,99% le budget, ils sont juste en dessous de l'infraction majeure en fait. Parce que 5,01 du coup, ou 5, non je pense qu'ils peuvent aller à 5 en vrai. Et à 5,01 ils sont pénalisés, ça doit être en infraction majeure. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Mais à 0,02 près, au final ça passe d'une mineure à majeure. C'est stupide. Il y a infraction, c'est tout quoi. Il semble que cela pourrait terminer avec une réprimande ou une amende. Voudront-ils toucher au point? S'agira-t-il de points constructeurs ou de points pilotes pour 2021? Les autres pilotes et les autres équipes disent que ça leur a donné une longueur d'avance en 2022. Les voitures sont reportées pour 2023. C'est un gros avantage sur plusieurs années. Le Britannique s'étonne que l'information selon laquelle Red Bull a dépassé son budget en 2021 soit sortie pendant un week-end de course. Et il s'étonne de l'excuse selon laquelle ce serait qu'une question d'interprétation. Nous savons maintenant que presque toutes les équipes jouent avec ce système dans le cadre de leur interprétation du règlement à des degrés divers. Mais très clairement, et c'est assez étonnant que cette information soit sortie pendant le week-end du Grand Prix de Singapour. D'où vient-elle? Comment elle est sortie? Il semble bien que Red Bull ait dépassé la limite. On entend des chiffres de 1,8 million de livres. Malheureusement, on ne nous l'a pas dit. On doit attendre de voir. Christian Horner m'a dit que c'est un problème d'interprétation sur un certain nombre d'éléments, qu'il pensait être en dessous. Et certaines choses ont été incluses. Comme la bouffe et les trucs maladie quoi. Il semble que ce soit pas le grand crime que les autres équipes nous ont dit à Singapour. Brundle pense que la FIA doit oublier l'état du dépassement mineur et se concentrer sur le dépassement uniquement à l'avenir, sans quoi des abus auront lieu. Il faut le resserrer parce que les autres équipes sont sous pression. Le patron de l'équipe va dire pourquoi n'avez-vous pas fait ça? Pourquoi ne pas dépenser un peu trop et payer une amende ou se faire taper sur les doigts et aller 1 ou 2 dixièmes plus vite? Nous avons donc besoin de clarté, une variation de 5% est beaucoup trop grande. Je pense qu'au départ, le concept était d'empêcher les équipes de dépenser 200, 300 ou 40 ou 400 millions de dollars, ce qui a été fait. Mais maintenant, nous devons nous pencher sur les derniers millions pour être équitable. Il s'agit également de maintenir le peloton plus proche sur la grille. Je pense que fondamentalement, c'est un succès, mais il faut régler les détails maintenant, et il faut être assez clair sur le fait que vous en tenez au plafond des coûts, ou juste en dessous, et que sinon ça va faire mal. Brundle se dit toutefois déçu qu'aucun détail sur les chiffres n'ait été communiqué par les FIA. C'est très... ouais, c'est pas transparent en fait. C'est très décevant que cette information n'a pas été fournie. Rappelez-vous que nous parlons de la saison 2021, pas de cette saison. Alors pourquoi ils n'ont pas pu se réunir maintenant? Ils connaissent les détails. On peut supposer qu'il y a des querelles en coulisses pour atténuer cela, expliquer et trouver un raisonnement. C'est très décevant que nous ayons maintenant cette annonce de ce qui s'est passé, mais qu'on ne connaisse pas les conséquences. Ouais. Et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont décider à la FIA. Mais quand c'est que ça va tomber, je sais pas. Honnêtement, je me demande même si la sanction va être donnée avant la fin de la saison. J'ai quelques doutes là-dessus. Je pense qu'ils vont attendre que la saison se finisse et que ça va traîner des mois et des mois. Ça va falloir attendre décembre, janvier, février, peut-être même, pour avoir la sanction. Moi, je vois les choses comme ça. Bon, on verra si ça se passe comme ça ou pas. J'espère que moi, ça sera en tout cas avant les dernières courses. Avant la dernière course. Et j'espère qu'on saura de combien ils ont dépassé exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Brundle? Alors... Red Bull, revenons sur eux, parce que là, il y a du lourd apparemment. Donc, d'où provient l'excédent budgétaire de Red Bull? On a du nouveau concernant notamment New Way. Lundi, la FIA a annoncé que Red Bull avait dépassé le plafond. Bon, l'intro, je vous la passe, on a vu ça hier, Red Bull a répondu, etc., etc. La différence résiderait principalement dans la manière dont les deux parties interprètent certaines dépenses. Par exemple, Red Bull n'inclurait pas les frais médicaux des employés dans le calcul, mais la FIA le fait. Les calculs plafond budgétaires n'incluent pas les salaires des 3 employés les mieux payés. Toutefois, les deux parties ne sont pas tout à fait d'accord sur l'interprétation exacte de ce point. En particulier, la catégorie à laquelle appartient le directeur technique Adrian Newey est un point de désaccord. En tant que concepteur de la voiture, Newey est indispensable à l'équipe Red Bull. En tant que tel, l'équipe le considère également comme l'un des 3 grands cadres
qui n'entre donc pas dans la limite du plafond budgétaire. Mais selon la FIA, les choses sont différentes. Newey est en fait affilié à Red Bull, dans le cadre d'un contrat de consultant. Selon la FIA, il n'est donc pas considéré comme un employé permanent, mais bien comme un travailleur indépendant, et son salaire relèverait donc bien du budget. D'accord, mais c'est extraordinaire là. Ça signifie que si la FIA a raison, Red Bull a essayé d'économiser de l'argent dans son budget en incluant Newey parmi les gros salaires au lieu d'inclure son salaire dans le budget. Un autre ingénieur beaucoup moins payé prendrait alors la place de Newey dans le budget, rendant plus d'argent disponible pour le développement de la voiture. Oh putain. Oh les escrocs, c'est incroyable. On ne sait pas encore quelle sera la sanction exacte pour Red Bull, ni quand cette décision sera rendue. Red Bull a déclaré qu'elle suivrait la procédure et attendrait le verdict, mais qu'elle explorerait toutes les options possibles à la disposition de l'équipe. En tous les cas, Red Bull a démenti ces informations et soutient que Newey fait partie des 3 plus gros salaires de l'entreprise. Ouf, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est moi qui vous le dis. Là, moi j'ai l'impression que Red Bull, en fait, ils en cachent beaucoup. Ils cachent beaucoup de choses. Et petit à petit, ça commence à fuiter dans la presse. Mais jusqu'où ça va aller, en fait? Je vous laisse commenter, ciao. Déçu par la stratégie, Alonso déplore le manque d'écoute d'Alpine. Bah alors, Alpine, on n'écoute plus Fernando Alonso? Tout ça parce qu'il se barre? Terrible. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il s'était arrêté très très tard à Suzuka quand même. Bien trop tard, je me suis dit, mais ça sert à rien en fait ce qu'il fait. Bon, il a quand même réussi à revenir au niveau de Vettel au final, hein. Mais bon, pour 11 millième, il a pas pu le dépasser, dommage. La stratégie n'a pas fonctionné pour nous, nous avons cessé de prendre les mauvaises décisions. D'abord, nous avons été les derniers à mettre les intermédiaires, on a perdu des places. Puis nous avons fait le second arrêt trop tard à 6 tours de la fin, j'ai fini à la place que j'occupais déjà avant. Dans les deux cas, je demandais à m'arrêter plus tôt, mais peut-être que mon micro ne marchait pas aujourd'hui. Nous aurions dû nous arrêter à 10, 11 ou 12 tours de l'arrivée, comme je l'ai dit. Je ne sais pas ce qu'il faisait, nous sommes arrêtés à 6 tours de la fin, nous avons perdu une opportunité. Alors, est-ce que, je pose ça là, est-ce que Alpine, ça, non, c'est un peu tiré par les cheveux. J'allais dire, est-ce que Alpine l'a pas arrêté trop tard pour pas qu'il rattrape Ocon et qu'il le dépasse? Il a fallu dépasser Hamilton aussi, donc ça me paraissait un peu compliqué. Non, je pense pas que ce soit ça, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté aussi tard, en fait. Ils ont fait que de la merde avec lui, Alpine, niveau strat. Perman, je crois que la course a été arrêtée un tour plus tôt, le drapeau à damier, bon ça on l'a vu qu'au final, voilà, c'était normal en fait, apparemment, bon, personne s'y attendait encore une fois, mais c'était normal. Si la course avait duré comme nous attendions, est-ce qu'Alonso aurait eu Vettel? Oui. Nous aurions probablement dû faire un petit peu plus tôt, bien que ça soit facile à dire. Ça soit pas facile à dire car ces pneus s'usaient aussi lors de se rouler. Avec le recul, oui, nous aurions pu rentrer au stand plus tôt, mais je ne crois pas que nous soyons vraiment rendu compte à quel point ça allait être facile de dépasser. Il en parlait plus tôt, devrions-nous envisager d'entrer au stand, et il aurait dû dépasser 5 voitures, alors nous nous sommes dit que ça allait pas le faire. Puis nous avons vu Zhou rentrer au stand, il était 5 secondes de tour plus rapide. Alors nous avons décidé de le faire. Il faudra qu'on étudie tout ça, mais il est certain que si la course avait duré un tour de plus, et elle aurait dû à mon avis, il aurait été devant Sébastien Vettel. Ouais, bon ça c'est une excuse, hein, mais ça s'est pas joué à un tour, hein. Il aurait fallu qu'il s'arrête 2-3 tours avant, quoi, en fait. Donc, pour prendre une petite marge de sécurité. Donc bon, voilà. Bah écoutez, Alonso s'est fait flouer. Qu'est-ce que vous en pensez, les fans de Fernando Alonso? Est-ce que Alpine bosse contre Fernando Alonso en cette fin de saison? Ciao. Ferrari est à court d'argent et doit se concentrer sur l'année prochaine. Oui, bah c'est bien, au moins. Ils vont pas dépasser le budget, eux. Ils respectent les règles, eux. Le dernier bout de budget dont disposait Ferrari a été utilisé pour des développements techniques de la voiture à Singapour et au Japon. L'objectif principal est un nouveau plancher qui devrait mieux gérer les turbulences au niveau des roues avant pour créer un meilleur fluide. Ce dernier développement signifie que Ferrari pourrait ne plus investir d'argent dans la voiture cette année car ils ont atteint la limite du plafond budgétaire. Les Italiens vont donc se concentrer sur l'année prochaine. Ne plus avoir de budget signifie donc que Ferrari devra terminer les dernières courses de la saison avec les pièces actuelles. Reste à savoir si ça sera suffisant. La course de Suzuka a montré une fois de plus que la Red Bull avait le meilleur package, en termes de dégradation des pneus notamment. Très bien. Bah écoutez, voilà, enfin une équipe qui respecte les règles, hein, comme les 8 autres d'ailleurs. Il y a toujours un petit flou pour Aston Martin, est-ce qu'ils ont vraiment tout respecté? Ou alors est-ce que c'est un retard dans la révélation des comptes? Je sais pas trop. Mais normalement ils ont respecté aussi, je pense. Donc voilà, je vous laisse commenter. Alors, est-ce que le drapeau à damier a été brandi au bon moment? Parce qu'il y a un débat là, comme quoi il restait un tour de course. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, vous me direz, mais bon. Alors que tout le monde ou presque s'attendait à avoir un barème de points réduit attribué pour cette course de 3 heures qui a dépassé de peu les 50% de distance prévue, on s'attendait aussi à voir les F1 parcourir un tour de plus une fois le chrono restant arrivé à 0. Mais ce ne fut pas le cas, l'explication est enfin connue.
Sur la base de nos systèmes qui sont liés à ceux de la FIA, j'étais sûr que Max entrait dans le dernier tour lorsqu'il a franchi la ligne, explique Alan Perman. Il est resté 5 secondes, donc Max aurait dû finir encore un tour, et les autres concurrents aussi. Mais là encore, c'est bien le règlement qui a été appliqué correctement, mais c'est encore un exemple de règle trop confuse pour les fans. En effet, si la durée de 2 heures est atteinte pendant laquelle les voitures sont réellement en piste, la règle stipule qu'il reste un tour à terminer pour le leader lorsqu'il franchit la ligne à la fin du tour où il se trouve lorsque le temps est écoulé. Mais dans le cas d'une course comme le Grand Prix du Japon, c'est différent. Lorsque le délai forfaitaire de 3 heures est atteint, ce qui par définition comprend des arrêts de course, le drapeau rouge de moins de moins 1 heure, le drapeau damier est agité devant le leader dès que le temps est écoulé et de 3 heures pile, afin de ne pas dépasser les 3 heures maximum pour un événement. Non mais, ça n'a aucun sens. Mais qui écrit les règles de la FIA en fait? Qui? Donnez-moi le coupable là. Il faut le mettre en prison, hein, vraiment. Nous devons encore vérifier cela. Nous avons eu des échanges de messages demandant si la course avait été arrêtée trop tôt. Nous avons tous convenu que c'était le cas, mais la FIA n'est apparemment pas d'accord et la règle semble bien appliquée d'après eux. Ça devient... j'ai pas les mots en fait. Ça devient n'importe quoi cette discipline. C'est un cirque. Ça devient un cirque la Formule 1 en fait. Avec ces règles de merde là. Personne n'y comprend rien. Il y a trop de règles. Trop de règles tuent les règles. Voilà ce que je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ciao. Alors c'est officiel, un W Series capoute pour 2022, mais ils veulent revenir en 2023 quand même. Est-ce qu'ils y arriveront? J'ai quelques doutes personnellement. Donc elle était titrée Jamie Chadwick. 3e titre pour la pilote féminine. Catherine Bondmuir, directrice de la discipline, confirme qu'il est possible de couronner Chadwick sans terminer la saison. Selon notre règlement, nous avons besoin de 6 courses pour compléter le championnat. Nous avons eu cette course, donc oui, Jamie est maintenant championne de facto. C'est risible. Franchement, imaginez en F1 ça arrivait quoi. Avec des dettes de plus de 8 millions d'euros, la discipline était tout simplement à court d'argent. Mais des fonds devraient arriver pour 2023. Nous avons reçu des offres de plusieurs personnes, mais le problème est que pour lever des fonds, il ne suffit pas de secouer un arbre à argent. Je suis extrêmement confiante quant au fait que les W Series seront toujours présentes l'année prochaine. Nous allons certainement courir à nouveau l'année prochaine, espérons-le, aux États-Unis. Bon. Voilou, championnat qui se meurt, hein, à W Series, il faut le dire. Peut-être que le problème que Jamie Chadwick domine trop aussi, ça pose problème. Il n'y a aucune concurrente hein, à elle. Elle les explose toutes, donc ça peut poser quelques soucis. Et puis perso, je regarde jamais cette course, c'est nul en fait. Les voitures n'avancent pas, il n'y a pas de bataille. C'est un championnat au rabais quoi. Donc je sais pas si ça reviendra l'année prochaine, mais de toute façon, ça changera rien, je ne regarderai pas personnellement. Et vous alors, est-ce que cette discipline vous intéresse? Ciao. Alors, bonne nouvelle, après une hausse des prix il y a quelques semaines chez Tesla, eh bien il y a une petite baisse là apparemment. Bon, ça fluctue, voilà, c'est ça avec Tesla. Hein. Les prix fluctuent. Donc 3 semaines après, à peu près, un peu plus, les prix avaient presque un mois presque. Les prix avaient flambé avec un kilowattheure facturé à 67 centimes, alors qu'il coûtait environ 50 centimes cet été. Tesla avait expliqué à ses clients que c'était en raison d'une augmentation des prix de l'énergie. Toutefois, même si ça baisse, on ne retrouve pas les tarifs d'avant. Donc le kilowattheure recule de 6 centimes, on passe de 67 à 61. Ok, bon, c'est toujours bon à prendre, hein. Mais comme on a pu le voir grâce à un membre du forum Automobile Propre, il y a la mise en place d'un tarif plus avantageux la nuit. De 22h à 6h, le coût du kilowattheure est de 53 centimes. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Alors là, de quoi favoriser la recharge pendant ces heures creuses et soulager le réseau électrique. Mais encore faut-il être au niveau d'un superchargeur à ces heures-là. Bah ceux qui voyagent, si, voilà, ils peuvent s'arranger pour recharger à 22h01 par exemple, et là ils profitent du tarif heure creuse, c'est plutôt bien. Tesla nous indique aussi que ça concerne certaines stations pour commencer, mais pas toutes. Ah ok, bon. À voir. Pour les clients extérieurs, l'abonnement de la marque, qui a ouvert l'accès à certaines de ses bornes à d'autres modèles, c'est maintenant 73 centimes au lieu de 79, donc ça baisse un peu aussi. Ça reste très élevé, hein, quand même, pour les non-Tesla, waouh. 73 centimes, ouf, c'est plus que Unity quand même. Hein. Le prix de nuit sera aussi disponible pour les non-Tesla. Ok. Le prix reste à définir. En France, Tesla vient de passer le cap de 125 stations, ok. Très bien, bon bah de bonnes nouvelles, mise en place d'un tarif heure creuse hein, sur les superchargeurs Tesla, ça c'est une bonne nouvelle, on l'avait pas vu venir, donc voilà, je vous laisse commenter. La confusion sur les règles en F1 risque d'effrayer les nouveaux fans. Ah mais ça effraie aussi les anciens fans, hein, oui, hein, pas que les nouveaux. Nous étions sûrs qu'il y aurait des points complets que si 75% de la course était terminée, c'est pourquoi nous avons supposé qu'il manquerait un point, déclare Horner.
Il s'avère que la nouvelle règle a été réécrite après Spa, et supervisée par Michael Masi, autorise l'attribution des points complets si une course sous un drapeau rouge était ensuite relancée. Je dois dire, avec quelques autres, que j'étais l'une des personnes qui a initié la réécriture de cette règle, a déclaré Anne Perman. Ce qui s'est passé est absolument conforme à ce qui est dans les règles. Je suis tout simplement pas sûr que ce soit ce qui était prévu. En effet, la FIA et les directeurs sportifs qui ont collaboré n'ont pas pensé au cas de figure inverse. La totalité des points aurait été attribuée dans le même cas où la course serait repartie pour quelques tours, mais avec seulement quelques minutes restant. Mais comment ils peuvent ne pas penser à différents cas? Mais c'est une erreur monumentale, c'est même une faute professionnelle pour moi. Ça dégage, hein, ceux qui ont écrit ça. Hein. Ce n'était pas l'intention de la FIA ou des équipes. Il semble que nous ayons tous négligé cette faille. Nous en sommes tous responsables. C'est une faille évidente pourtant. Enfin, je veux dire, il faut pas avoir fait bac plus 10 pour imaginer un cas de figure comme ça, un scénario comme ça. Enfin, c'est évident. Enfin, là, ils sont stupides en fait. Horner s'attend maintenant à ce que la règle soit modifiée pour 2023. Je suis sûr que ça arrivera car on peut retomber sur un cas très bizarre si on laisse cette faille ouverte. Pour Ralf Schumacher, l'instance dirigeante n'a pas bien géré la situation. Si vous regardez la règle, vous pouvez presque parler d'arbitraire. Mais ce n'est pas le problème, la FIA aurait dû au moins afficher la règle à l'avance pour que les gens du monde entier ne fassent pas le calcul. Ils auraient pu dire tout de suite qu'ils voyaient ça comme une course complète. La façon dont ça s'est passé dimanche n'était vraiment pas bonne. Même Horner et Marco ont été surpris. Ça a en tout cas donné l'impression que la FIA avait sorti une nouvelle règle de son chapeau. Ce qui n'était pas le cas, la Formule 1 doit faire attention de ne pas effrayer tous les nouveaux fans avec ces règles confuses. Il est vraiment temps de réécrire le règlement, ce qui aurait dû être une des missions de Michael Masi cette saison. Ah bah Michael, il est parti en Australie, hein, au pays des kangourous, chez lui. Voilà, il fait autre chose. Il est dans le sport auto encore, mais bon, voilà, on le reverra plus, hein, d'accord? Laissez-le où il est. C'est bien comme ça. Je vous laisse commenter. Quelles sanctions pour Red Bull et Aston Martin, et surtout, quand est-ce qu'elles seront connues, ces sanctions? Bah oui, parce que là on se demande tous, on se pose la question, quand est-ce qu'ils vont déclarer les pénalités? Alors ils mettent Aston Martin dans le lot, mais j'avais cru comprendre qu'au final ils étaient blanchis plus ou moins, mais qu'il y avait un autre problème. Bon, on va voir l'article, pour être sûr. Il pourrait s'écouler un certain temps jusqu'à ce que la sanction pour le dépassement du plafond budgétaire, désormais confirmée de Red Bull, soit décidée. L'équipe autrichienne a officiellement réagi, donc hier on l'a vu, à cause de la cantine. L'instance dirigeante de la F1 a déclaré qu'elle déterminait désormais la ligne de conduite appropriée, mais des sanctions sévères telles que la suppression du titre de Verstappen semblent exclues. Ah, dommage. Parmi les pénalités possibles figure un arrangement convenu avec Red Bull ou un renvoi au comité d'arbitrage du plafonnement des coûts. Les sanctions les plus sévères étant exclues car les dépenses excessives de Red Bull sont inférieures à 5%. La procédure est compliquée et ça pourrait prendre un certain temps avant qu'on sache exactement quelles en sont les conséquences, admettons déjà du côté des FIA. La plupart des observateurs s'attendent à une million d'amendes ou à une réduction de ressources, comme le temps passé en soufflerie ou la diminution du plafond budgétaire de Red Bull. Le journal des Irlandais a toutefois eu accès à certaines informations. Red Bull n'a pas trop dépensé pour le développement de la voiture, des erreurs ont été commises sur d'autres sujets comme la restauration et la prise en compte des salaires. Ouais, le journal des Irlandais, hein. On l'a vu hier. Là où des équipes comptaient leurs salariés absents dans le plafond, Red Bull les en sortait. Du côté d'Aston Martin, qui est en violation procédurale du plafond budgétaire, ça devrait être plus facile à régler. On rappelle que les problèmes de procédure de Williams, contre nous soumis à temps, ont été réglés plus tôt cette saison avec une amende de 25 000 euros. Ouais, donc bon, ça c'est pas très très grave. Je pense pas qu'ils auront plus que 25 000 euros d'amende du coup Aston Martin. Ça devrait aller pour eux. Quant à Red Bull, bon bah, je sais pas, ils savent pas, personne ne sait, voilà. Même la FIA ne sait pas non plus quelles sanctions prendre, et surtout quand elles vont les prendre, ces sanctions. C'est beau la F1, hein. Allez, ciao.